Bonjour David Lisnard. Bonjour. Dans votre livre Ainsi va la France, paru aux éditions de l'Observatoire, vous dressez une liste de propositions pour le pays car vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle, on va en parler. Mais d'abord, cette actualité de la nuit. Israël a décidé de rompre la trêve en cours à Gaza. 330 morts annoncés dans des frappes israéliennes cette nuit. La décision de Netanyahou de reprendre la guerre est une décision de sacrifier les otages et une condamnation à mort à leur encontre. C'est ce que dit le Hamas. Benyamin Netanyahou a donc pris un risque. C'est une tragédie humaine, hein, d'abord, il faut le dire. J'ai entendu ça en venant sur votre antenne. La question qu'il faudrait se poser, c'est, et je trouve que personne ne la pose, c'est pourquoi le Hamas détient encore des otages. Euh, Pourquoi on donne autant de crédit aux propos d'une organisation terroriste et néo-nazie? Alors Israël justement Il ne s'agit justifie pas de cette justifier opération. tous les crimes de guerre, hein. Moi, j'ai jamais été manichéen en l'occurrence, et je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques et ensuite tactiques avant même le 7 octobre de Netanyahou. Mais on peut pas mettre tout sur le même plan. Il faut pas faire d'inversion victimaire. C'est Israël qui a été agressé. Israël, c'est la taille de la Bretagne. Ils sont entourés d'hostilités. Et si le peuple palestinien veut avoir un territoire, un État souverain, ce que je défends, on ne peut pas rester dans une logique de terroriste. Enfin, regardez. Israël, c'est l'attaque de la Bretagne, pardon, je n'ai pas compris. Oui, c'est un pays qui aujourd'hui est à une dimension extrêmement réduite, est attaqué et menacé. Donc il faut comprendre ça dans la psychologie de la région. Et je sais pas, regardez ce qui a été fait à Gaza. Le Hamas dirige Gaza depuis 2005 ou 2006. Les aides colossales qui ont été apportées, y compris par l'Europe, ont été détournées pour faire des tunnels, etc. Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver des leaders palestiniens qui défendent cette noble, nécessaire et belle cause palestinienne sans vouloir éradiquer Israël et sans tomber dans l'antisémitisme? Les mots ont Voilà. un sens précisément. Oui. Vous parlez du Hamas comme d'une organisation néo-nazie. Oui, bien sûr. C'est dès leur charte. Enfin, il faut regarder les choses en face. Ils veulent éliminer les Juifs de la surface de la terre. C'est écrit noir sur blanc. Or, la Palestine mérite mieux que ça. Et je suis très surpris qu'on se Mais alors pose du coup, jamais vous ces n'êtes pas d'accord questions-là. avec le plan de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza? Non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, puis c'est pas comme. Enfin, ce qu'il va falloir à un moment donné, c'est se poser pour savoir quelles sont les frontières d'Israël et quelles seraient les frontières d'un futur État palestinien. Se La poser, c'est pas Jordanie. précisément ce qui était en train de se faire depuis la trêve du 19 janvier. Il y avait l'Égypte, le Oui, Qatar bien qui sûr. discutaient avec Bien les sûr. deux parties. Et c'est ce qui a pris fin cette nuit avec cette rupture. Mais cette rupture, elle est aussi dans le. Enfin, je trouve que vous êtes quand même très manichéen, à mon avis, pas du bon côté de surcroît. C'est-à-dire que On est d'aucun côté, nous, on la vous pose des rupture, questions. j'espère. La rupture, c'est quand même celle du Hamas qui a zigouillé de façon abominable 1200 personnes, qui ne rend des otages en faisant croire qu'ils sont vivants quand ils sont morts et qu'ils sont morts quand ils sont Non mais là vous vivants. revenez au 7 octobre, mais juste Israël Non, je reviens à ce qui justifie. s'est passé Non, mais depuis. je donne la position israélienne, comme ça tout le monde est au courant de ce qui se dit du côté des deux parties. Israël justifie ces frappes de cette nuit parce que les négociations en cours piétinent et le Hamas a refusé les propositions de l'émissaire envoyé Ouais, par les États-Unis. Israël utilise les armes qu'elle a face à une organisation terroriste néo-nazie qui détient encore des otages, et on devrait demander la libération des otages. Il n'y aurait plus de bombardement de Gaza et les Gazaouis ne seraient plus les victimes des bombardements israéliens qui sont eux-mêmes dus au Hamas. L'autre actualité ce matin, David Lisnard, concerne l'Algérie. L'Algérie qui réaffirme son rejet catégorique des menaces, des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage combinatoire. C'est par cette phrase, dans un communiqué, que l'Algérie a refusé de donner suite à la liste d'expulsés prioritaires qui avait été transmise par le gouvernement français. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, décide d'enclencher une riposte graduée, suspension des accords de 2007 pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. C'est comme ça qu'il faut agir ? Moi, je soutiens complètement la position de la France, portée par Bruno Retailleau. J'espère que c'est bien la position de la France. Pourquoi dites-vous ça ? Oui, j'ai un doute, parce que le président de la République avait presque contredit son Premier ministre, son ministre de l'Intérieur, et son Premier ministre aussi. Donc il faut qu'on ait un exécutif homogène là-dessus, mais je soutiens complètement ce que dit et ce que fait Bruno Retailleau. J'espère qu'à terme, on arrivera à avoir une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie. Mais quand on dit riposte graduée, il y a escalade. Ben oui, mais si vous voulez, enfin, revenons là aussi à la réalité factuelle. Moi, il n'y a que la réalité qui m'intéresse. On a 60 délinquants de nationalité algérienne qui sont jugés dangereux.
On demande, comme ça se fait dans toutes les relations bilatérales, à le pays dont ces gens sont ressortissants, de les récupérer. Le pays refuse. C'est-à-dire que vous avez cette situation délirante où on serait obligé de garder 60 délinquants algériens que l'on ne veut pas chez nous à juste titre, et où on ne pourrait pas récupérer un compatriote, Boualem Sansal, détenu de façon arbitraire depuis plusieurs mois. Il est aussi de franco-algérien, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc là-dessus, et à un moment donné, il va falloir cette période de tension et puis ensuite essayer de construire une relation bilatérale entre deux États souverains, indépendants. Là, on n'y est pas encore parce que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, dit ce matin qu'il faut rappeler notre ambassadeur en Algérie. Il faut aller jusque-là ? Pourquoi pas ? Je crois que la mesure la plus efficace, outre la remise en cause de l'accord de 2007 qui a été annoncée hier par Bruno Retailleau, passerait par le fait de délivrer beaucoup moins de visas d'accueil d'Algériens en France. Ce serait une mesure d'abord doublement efficace parce qu'elle pénaliserait beaucoup plus l'Algérie et elle nous permettrait de négocier de façon beaucoup plus équilibrée. Et ensuite, parce qu'une grande partie du problème de l'immigration illégale, je ne cesse de le répéter, mais je pense qu'il faut le dire, c'est dû à l'immigration légale beaucoup trop importante qui se transforme en immigration illégale quand les titres de séjour... Les visas touristes qui se transforment en... Et puis vous savez, moi je suis maire d'une ville qui est historiquement une ville d'immigration. Alors ça a été italien, espagnol, beaucoup de maghrébins comme beaucoup d'endroits, capverdiens, etc. Quand je discute avec des copains, des concitoyens qui sont soit fraîchement arrivés du Maghreb, soit depuis plusieurs générations du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, mais tous sont d'accord pour dire qu'il faut être intransigeant. Mais tous. Il y a un problème spécifique avec ces délinquants parce que eux-mêmes, l'Algérie, eux-mêmes souffrent de cet amalgame. Et ne veulent plus qu'on ait ces voyous sur le territoire. Sur la question des visas, vous le savez, ça ne marche pas. Gérald Darmanin a déjà tenté lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas marché, il l'a dit lui-même. Pardonnez-moi, ce qui ne fonctionne pas et ce qui n'est pas normal, parce qu'on ne se fait pas respecter, on se fait insulter par l'Algérie, c'est sur les visas consulaires, pour renvoyer des OQTF. En revanche, moi je vous parle des délivrances de visas français pour accueillir des Algériens. Je pense que c'est un outil beaucoup plus efficace pour recréer une relation respectueuse des deux côtés. Sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire, est-ce qu'il y a un problème spécifique avec l'Algérie ? Je vous pose la question parce qu'on a regardé le rapport de la Cour des comptes sur l'ensemble de ces OQTF entre 2019 et 2022. L'Algérie en a exécuté 4,4%, le Maroc 4,4% également, le Mali c'est moins 3,4%. Donc pourquoi se focaliser sur l'Algérie ? Vous soulignez un vrai problème, c'est qu'en fait c'est un problème de la France. C'est que la France a droit équivalent avec d'autres pays qui sont eux-mêmes contraints par les jurisprudences européennes sur lesquelles il faudra revenir d'ailleurs. La France est le pays qui, de loin, exécute le moins les OQTF. Donc, ça renvoie à un problème plus large que j'évoque dans mon livre, Ainsi va la France, qui est celui de la capacité d'exécution de l'État. Et un État qui s'occupe de beaucoup trop de choses, sauf de ce qui est vraiment dans le cœur de ses compétences. Sauf que la crispation, là, aujourd'hui, c'est sur l'Algérie. Pourquoi il y a crispation sur l'Algérie ? D'abord parce qu'il y a effectivement un des 3 ou 4 taux les plus faibles d'exécution des OQTF. Ensuite, parce qu'il y a un lien historique, démographique, je pense géopolitique, d'ailleurs très important et très fort avec l'Algérie. Ensuite, parce qu'il y a Boualem Sansal qui est retenu de façon, je le répète, arbitraire et scandaleuse, et que j'aimerais que les défenseurs de la liberté, le monde culturel, se fassent un peu plus entendre. Ils ont été beaucoup plus enclins à s'exprimer sur d'autres sujets. Et parce que aussi, il faut regarder les faits, la surreprésentation dans des actes, notamment de terrorisme, d'uber-terrorisme au couteau, récemment ont été faits par des Algériens sous OQTF. C'est le cas de Mulhouse. Et ce qui est peut-être compréhensible lorsqu'on sait que ces influenceurs eux-mêmes appelaient à la révolte, lorsqu'on sait qu'il y a eu un gros travail soit d'islamistes, soit de fauteurs de troubles algériens pour créer le trouble en France, il est vrai que depuis quelques mois, on a des faits très graves qui sont commis souvent par des ressortissants algériens, eux-mêmes multirécidivistes et sous OQTF. Il y a ces faits-là, évidemment, David Lisnard, il ne faut pas le nier, ils existent ces faits-là, mais est-ce que c'est pas un raccourci, ce que vous êtes en train de dire, quand par exemple, chez vous à Cannes, samedi, c'est un Marocain de 21 ans en situation irrégulière qui a voulu c'est vous qui faites un raccourci. Non, du coup, je vous demande. J'ai pas dit qu'il y avait un... Est-ce que du coup... Moi, je suis absolument pas raciste, donc je pense pas qu'il y ait qu'un pays ou qu'une région du monde qui pose problème. Parce qu'on essaie de comprendre la focalisation sur l'Algérie, juste... Je voudrais juste qu'on vérifie la nationalité de cette personne, puisque les autorités judiciaires nous avaient dit qu'il était marocain. Il semblerait, mais je ne l'ai pas vérifié, mais je l'ai entendu sur un autre média qu'il serait algérien. Voilà. Il faut vérifier. Oui, parce que Bruno Retailleau parle exclusivement effectivement de l'Algérie.
Est-ce que vous comprenez ceux qui disent... Pas respectés, parce que la relation avec le Maroc, elle fonctionne mieux, parce qu'il y a quelques pays à qui ça fonctionne mieux, en tout cas en théorie. Bruno Retailleau avait mis sur la table sa démission sur cette question algérienne, là avec la réponse algérienne. En fait, est-ce qu'il n'est pas juste en train de faire un cadeau aux Algériens ? D'abord, je pense qu'il a eu raison, parce que l'impuissance publique, pour moi, est la première cause de crise de la démocratie en France. C'est ce qui renvoie les gens soit vers l'incivisme, soit vers l'absence de vote, soit vers les extrêmes. Deuxième élément, il a raison de dire qu'il n'est pas là pour un poste, il est là pour exécuter des choses. Et je pense que c'est ce qui peut aider aussi l'exécutif, précisément, c'est-à-dire le président de la République. Il faudrait parler du Quai d'Orsay aussi, qui est quand même étrangement silencieux. Vous avez quelque chose à reprocher sur ce sujet à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères ? Oh, mais moi, je veux pas vous personnalisez la chose. Non, mais vous dites qu'il faut parler du Quai d'Orsay, donc c'est lui le ministre. Ouais. Trouvez-vous qu'il est normal qu'un pays comme la France n'ait pas une voix cohérente et forte sur des questions aussi fondamentales ? Moi, je trouve que non. Et en l'occurrence, je soutiens la position qui vise à faire respecter les intérêts de la France de Bruno Retailleau. Encore une fois, il s'agit de Bruno Retailleau, il s'agit d'ailleurs de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question de savoir s'il est possible d'avoir une politique étrangère cohérente à l'égard de l'Algérie dans la situation politique actuelle. Oui. Mais ça vaut pour tous les sujets d'ailleurs. Non, mais sur ce sujet-là spécifiquement, à vous entendre, ce n'est pas possible. Et Emmanuel Macron... Si. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que c'est aussi le fruit de rapports de force, parce que ces personnes qu'on vient d'évoquer, le Premier ministre, ont des parcours politiques différents. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut une politique claire. Alors moi, j'ose le terme ici, pardonnez-moi, une politique de droite. Juste pour prendre un peu de recul sur ce qui se passe avec l'Algérie et l'importance de cette relation diplomatique avec ce pays. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, il est ancien membre des Républicains, a un avis sur le sujet. Il appelle à sortir d'une simple lecture bilatérale des relations entre la France et l'Algérie. Écoutez, c'était chez nos confrères du Figaro. Le principal allié de l'Algérie, c'est la Russie. Le fournisseur d'armes de l'Algérie, c'est la Russie. L'Algérie est une grande puissance sahélienne qui a la clé du Sahel aujourd'hui, la Russie. Si l'Algérie décide de laisser passer tout le monde dans des couloirs protégés, on passera. Et après nous ferons quoi? Et l'Europe est, pas seulement la France, d'autant plus vulnérable qu'elle a des dépendances en matières premières qui sont considérables. Donc elle est vulnérable du point de vue migratoire, vulnérable du point de vue économique, vulnérable du point de vue militaire. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous avez fait non pendant tout le sujet. Non, c'est pas ça, c'est que je veux savoir où il veut en venir. Si c'est pour dire qu'il faut aller... il donne l'exemple de Giorgia Meloni. Il donne l'exemple de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a fait des accords. Vous avez presque lu dans mes pensées. C'est-à-dire que, j'allais dire, avant d'aller voir la Russie, qui est une menace, donc, donc on connaît aujourd'hui les velléités impérialistes, c'est pas une menace existentielle, j'ai déjà dit, mais c'est une menace lourde et grave. Il faut aller voir que l'Italie. C'est-à-dire qu'on a un allié européen qui est l'Italie, qui a su se positionner très bien dans la relation atlantiste et qui a une relation avec l'Algérie très forte. Donc je pense qu'il faudrait très très vite que la France se discute avec Madame Meloni pour voir nos intérêts communs. Et y compris sur le sujet Boualem Sansal, sur lequel vous ne revenez pas dans vos interpellations, mais qui mériterait une action diplomatique internationale. Oui. On n'y est pas venu parce que vous y êtes venu de vous-même, hein, mais évidemment vous aurez posé la question. On n'est jamais servi par soi-même, c'est ce que j'ai appris, y compris sur ces plateaux. David Lisnard, maire Nouvelle Énergie de Cannes, président de l'Association des maires de France, avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On laisse passer le fil info, 8h46, Maureen Sugnard. Le gouvernement israélien a décidé d'abandonner les otages. Réagit ce matin le Forum des familles d'otages. La guerre a repris pendant la nuit dans la bande de Gaza. Des frappes israéliennes ont fait au moins 330 morts. L'armée israélienne ordonne aux Gazaouis d'évacuer les zones frontalières d'Israël. Les négociations autour de la réforme des retraites ont-elles encore un avenir? La CFDT est reçue cet après-midi par le Premier ministre François Bayrou, qui a fermé la porte ce week-end à un retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Ce matin, l'UDP, l'organisation patronale, quitte les négociations. Elle dit vouloir des mesures drastiques pour rétablir l'équilibre de nos régimes sociaux. Une évacuation houleuse à la Gaîté Lyrique ce matin à Paris. 450 jeunes migrants occupaient le théâtre parisien depuis 3 mois. La préfecture de police leur propose des places d'hébergement pour adultes en région, à Rouen notamment. Ils manifestent pour demander une augmentation de leur rémunération. Les livreurs à vélo qui travaillent avec des plateformes comme Deliveroo, Uber Eats ou encore Stuart. Selon le premier syndicat du secteur, les livreurs ont perdu 25% de chiffre d'affaires en un an. France Info. Le 8-30 France Info,
Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec le maire Nouvelle Énergie de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard. On en parlait dans le fil info, cette expulsion des sans-papiers de la Gaîté Lyrique, le théâtre parisien, ce matin, tôt ce matin, salle de spectacle qui était occupée depuis début décembre par plus de 400 jeunes. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, je suis très attaché à la liberté. Il y a une condition pour la liberté et la prospérité, c'est la propriété. Donc, je pense que tout manquement au respect de la propriété doit être sanctionné. Donc, il fallait libérer les lieux. Ça renvoie à la question plus large de l'immigration. Comment on arrive enfin à avoir une politique d'immigration maîtrisée. Ceux qui disent zéro immigration sont des démagogues, des populistes. C'est ni souhaitable ni faisable. Mais il faut diviser au moins par 5 et voire par 8 l'immigration, entre 5 et 8 l'immigration légale. Parce qu'on ne peut plus accueillir. Parce que certains sont des mineurs isolés, donc ultra protégés. D'autres se font passer pour des mineurs isolés. Il est temps d'avoir une politique très claire en la matière. Il y a aussi l'urgence humanitaire, oui, on l'entendait tout à l'heure, ça on ne peut pas l'ignorer. Non, il ne faut jamais l'ignorer. Et d'ailleurs, je fais le distinguo entre les associations idéologiques dont je propose qu'elles soient auditées, qu'on arrête de les subventionner, qui soutiennent des actions contre les intérêts de la France. À quelle association? Je ne veux pas les citer ici parce que je demanderai un audit et je ne veux pas être péremptoire et injuste. Et les associations caritatives, moi je suis attaché à la charité, à l'aide de l'autre, ça c'est individuel. Mais je vous parle de la politique d'un pays. L'intérêt de la nation, l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est de moins accueillir, de mieux accueillir, d'avoir des personnes qui viennent de façon choisie, qui puissent s'intégrer, qui puissent s'assimiler et qu'on respecte l'universalisme républicain qui fait la grandeur du pays. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous êtes président de l'Association des maires de France. Est-ce que la mairie de Paris a eu une responsabilité particulière dans la situation de ces dernières semaines? Très sincèrement, je l'ignore. Et puis, il y a une règle déontologique de base, c'est que je ne suis pas le patron des maires, je suis mandaté par les maires. Je ne porte jamais de jugement tant que je suis président de l'AMF, ce qui ne sera pas éternel, sur les actions municipales. C'est une règle déontologique de base. Dans le contexte géopolitique actuel, David Lisnard, un retour de l'âge légal de départ à la retraite est exclu. C'est ce qu'a dit François Bayrou ce week-end, alors même que le conclave des partenaires sociaux doit se réunir à nouveau. Il a eu raison de le dire franchement, ou alors c'est du mépris, une trahison, comme le disent les syndicats? Je crois qu'il y a un peu de tout là-dedans, parce que vous oubliez la fin de la phrase. C'est-à-dire qu'il dit en raison du contexte international. Je l'ai dit au début, moi. Pardonnez-moi. Et objectivement, quand j'ai entendu ça, je dis, bien sûr. Dès le départ, dès le lancement de ce ridicule conclave, on savait que personne ne reviendrait sur la retraite de 62 ans. Voilà. Mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans l'hypocrisie. Il fallait pas voter la censure, donc il fallait trouver un prétexte pour pas la voter. Vous parlez des socialistes? Et puis le contexte international, ça fait sourire. 2024. C'était il y a quelques mois. Quand on regarde le budget de l'État, il faut comprendre que le déficit représente 56% des recettes. Parce qu'on parle toujours 3% du PIB, c'est complètement abstrait. Le déficit, 56% des recettes. Il n'y a pas une organisation humaine qui puisse survivre comme ça. Et on voudrait nous faire croire qu'on pourrait revenir sur une réforme et d'engager 20 milliards, entre 10 et 20 milliards selon le curseur, de dépenses en plus. C'est d'une hypocrisie les syndicats voulaient chercher d'autres formes de recettes. Oui, bien sûr. Vous dites comme Édouard Philippe que le conclave n'a plus lieu d'être? Mais je pense qu'il n'a jamais eu lieu d'être. Je pense que c'était une astuce politicienne. Alors pourquoi pas, ça a permis de faire passer un budget. Malheureusement pour moi c'est un mauvais budget parce que c'est un budget de dépenses et de surprélèvement, c'est un budget socialiste. Mais donc c'est pas un compliment, hein, vous l'avez compris dans ma bouche. Bien compris, ouais. Mais voilà, mais là aujourd'hui, il cherchait François Bayrou peut-être un prétexte, voilà, hop, on enterre le retour à la retraite de 62 ans. Mais alors là vous dites quoi aux Français ce matin qui nous écoutent là? Il va falloir travailler plus longtemps? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut... Là aussi, si on a 2 secondes, on est le pays qui a le taux d'emploi le plus faible. C'est le taux d'emploi le problème. C'est-à-dire qu'on a une entrée sur le marché du travail qui est beaucoup plus tardive et une sortie qui est précoce. Donc, ce qui fait qu'on a une masse de travail qui est moins importante qu'ailleurs. Premier élément. Le deuxième élément, si on veut retrouver de la prospérité, du pouvoir d'achat, qui est du revenu, il faut que les 2 facteurs de production, c'est-à-dire l'investissement, ce gros mot de capital, soit rentable et qu'on puisse investir, et 2, qu'on puisse travailler et être payé pour son travail beaucoup mieux que par les revenus de l'assistance. Donc ça nécessite de revoir le modèle social. Et c'est là où François Bayrou, il est dans une impasse, parce qu'il dit des choses très justes. J'ai trouvé même très fin sur la réforme de l'État. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu un diagnostic aussi juste.
sur le fait qu'il fallait la méthode même qui est la sienne, mais ensuite il dit il ne faut pas toucher au modèle social. Ce qu'on appelle le modèle social aujourd'hui est en faillite. C'est 900 milliards de dépenses. C'est un système on n'a jamais autant dépensé d'argent public dans la politique sociale, on n'a jamais autant eu de SDF dans les rues. Mais là, du coup, vous dites quoi? Il y a trop d'assistanat en France et il faut forcer les Français à... J'aime pas ce mot d'assistanat, j'ai parlé d'assistance, parce que l'assistanat, il y a une connotation morale que j'aime pas. C'est Laurent Wauquiez, il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui rament et il faut qu'ils puissent être aidés, c'est une évidence. Et on les traite dans nos centres communaux d'action sociale, de droite, de gauche, du centre, partout. Voilà. Donc, on est aujourd'hui face au mur de la réalité, de l'organisation des pouvoirs publics, c'est le cœur de mon livre d'ailleurs, de l'efficacité publique, comment on sert mieux les contribuables et qu'on sorte de cette malédiction qui n'est pas une fatalité, qui fait qu'on paie plus d'impôts qu'ailleurs, plus de charges qu'ailleurs, et qu'on a des services publics qui se délitent, des fonctionnaires de très bon niveau. Non mais au-delà des mots, pardon, David Lisnard, ceux qui nous écoutent, ils vont dire quoi? Si David Lisnard devient président en 2027, je vais devoir travailler plus longtemps ou pas? Non, alors, il y aura plus de travail, et on incitera plus à travailler. C'est-à-dire qu'on cotisera moins pour travailler plus, parce qu'on s'attaquera au modèle social. Je crois que le travail est émancipateur, moi. Je ne crois pas que le travail soit une punition. Voilà. Et il faut qu'on sorte de cela. Et évidemment, pour retrouver une ambition collective et de la justice sociale, de la vraie justice sociale, il faut revaloriser ceux qui bossent. C'est comme ça. Et sur les retraites, vous proposez la retraite par capitalisation. Vous avez vu que ça prospère. Alors ça prospère, mais il y a aussi évidemment, c'est une solution qui a évidemment depuis longtemps ses détracteurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que c'est une solution pour les riches, pas pour les plus modestes? Alors ceux qui vous disent ça, c'est les mêmes qui ont des retraites par capitalisation. C'est notamment certains syndicats qui gèrent la capitalisation obligatoire dans la fonction publique, qui a été mise en place en 2003. Deuxième élément, c'est les mêmes qui vous disent ces riches ne foutent rien en ayant accès au marché financier et qui voudraient empêcher le peuple d'avoir accès au marché financier. Moi, je suis pour un capitalisme populaire. Troisième élément, quand vous prenez une simulation, si un salarié au SMIC avait, depuis 1982, cotisé 10% pour la capitalisation, 10%, c'est la moitié des prélèvements sociaux pour la retraite sur le SMIC. Il aurait aujourd'hui un capital au moment de départ à la retraite de 350 000 euros, qui pourrait lui fournir une annuité, avec tous les soubresauts boursiers, avec les crashs, etc., qui pourrait lui fournir une retraite de 350 euros supplémentaires à la retraite par capitalisation qui a consommé 2 fois plus de cotisations. On ne fait plus de gamins, plus assez d'enfants. Le système de répartition a été un bon système quand il y avait une dynamique démographique. Aujourd'hui, c'est tromper le peuple, c'est tromper les gens de dire qu'on peut continuer avec ce système qui nous met dans le mur. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que chaque individu puisse avoir un capital à lui, notamment les travailleurs les plus modestes, et cela passera par un basculement progressif d'une part de la répartition vers la capitalisation. On vous a bien entendu tout à l'heure, David Lisnard, sur ce que vous disiez à propos de... On vous écoute. À propos de François Bayrou, vous disiez qu'il avait un diagnostic très juste, c'est ça? Sur la réforme de l'État. Sur la réforme de l'État. Dans le même temps, Édouard Philippe le critique pour son immobilisme. Alors, selon vous, David Lisnard, la vérité, elle est où? Il y a les deux, oui. Enfin, pour l'instant, mais c'est pour ça qu'il faudra vite sortir de cette drôle de politique, comme il y avait la drôle de guerre ou la drôle de défaite, qui est de celle de cette décision complètement irrationnelle du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il est en état de mener une politique, de mener des réformes, François Bayrou, aujourd'hui, ou est-ce qu'il est déjà fragilisé? Il pourrait être en l'état de le faire. C'est ce que j'avais proposé au président de la République quand il m'avait appelé, quand on avait discuté au mois d'août, avec des référendums. C'est-à-dire que si on avait lancé tout de suite des référendums sur une grande réforme économique et sociale, une grande réforme sécuritaire et migratoire, et en appeler à l'opinion publique. Le référendum, c'est plutôt une prérogative du président. C'est pour ça que j'avais dit au président de la République, ça nécessiterait votre engagement personnel. C'est, je crois, la seule façon aujourd'hui de réformer, mais il va falloir qu'on retrouve un bon ordre institutionnel, c'est-à-dire une présidentielle, une législative dans la foulée, et puis qu'on puisse avoir des projets en compétition. Bonne transition, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous pourriez être journaliste. Présidentielle en 2027, puisque vous êtes candidat à l'élection, vous aussi. Je dis vous aussi parce que vous êtes nombreux entre les candidats déclarés et les pressentis à droite et au niveau du socle commun. Alors, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, vous, pour les déclarer, Éric Zemmour, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Xavier Bertrand. Je suis sûr qu'on en oublie. Et peut-être que j'en oublie effectivement. Vous croyez que tout ce petit monde va accepter de participer à une primaire comme vous le souhaitez? Le problème, moi je ne suis pas un fan de la primaire, mais il faut toujours être réaliste. Pensez-vous que ces personnes-là
vont tout d'un coup se désister, dire tiens, je soutiens Édouard non, Philippe, c'est pour ça que je vous pose la je question. soutiens Bruno Retailleau, je soutiens Xavier Bertrand, etc. Donc je crois que dans l'état que vous venez de décrire parfaitement, de fragmentation absolue, hein, il faut une cristallisation, comme disait Stendhal et chantait Gainsbourg, et pour cela, le pire des systèmes après tous les autres, c'est la démocratie. Et il y a deux écueils, la division qui fait perdre, et la compromission sur le contenu, sur le projet, qui fait qu'une fois au pouvoir, on fait une politique en même temps. Une politique médiocre, qui énerve ceux qui sont contre vous et qui frustre ceux qui sont avec vous. C'est ce que la droite a fait trop longtemps, etc. Donc, pour éviter la compromission sur le contenu des politiques publiques qui doivent être fortes et la division, eh bien, il faut une compétition ouverte. Pour moi, aujourd'hui, c'est la seule façon de désigner non seulement une personnalité et un projet. Un projet, et que les autres ensuite, je ne demande pas de tous soutenir le gagnant, mais au moins ne lui nuisent pas. Je pense que c'est indispensable pour remettre la finalité, c'est la remise du pays en ordre. Gagner les élections est une condition sine qua non. Merci David Lisnard Merci à vous. d'avoir été Merci sur beaucoup. France Info ce matin. Dans un instant, Salia Braclia, Renaud Dely les informés.